Bonjour et bienvenue dans Dissolution pour un épisode pas tout à fait comme les autres. Et oui, pas de budget cette semaine. Jamais j'aurais imaginé qu'on puisse faire ça. C'est un cauchemar. Alors rassurez-vous, si on ne va pas parler du budget, on va parler du paysage médiatique français. Enfin, ce qu'il en reste. La pire des choses quand on est angoissé ou dépressif, c'est de ne rien faire, de rester face à soi-même, enfermé, sans agir, sans interagir. Oui, bon, c'est vrai que c'était pas vraiment plus réjouissant que le budget. Parce que entre deux plateaux parfaitement alignés, 3 éditoriaux qui reprennent la même rengaine et une poignée d'experts qui prétendent simplement exprimer toutes les opinions que les Français pensent tout bas, on a de plus en plus l'impression qu'on s'est fait cambrioler. Oui, cambrioler l'esprit par cette éditocratie. Bande de losers, de voleurs, de crapules. Croyez-moi. On va venir vous chercher. Bande d'escrocs. Cette question est revenue au devant de la scène ces dernières semaines. France Télé et Radio France ont annoncé porter plainte contre les médias du groupe Bolloré pour dénigrement, au même moment où les alliés du RN ont lancé une commission d'enquête pour attaquer l'audiovisuel public. Cette commission d'enquête qui se révèle être davantage une commission d'enquête contre l'audiovisuel public que sur l'audiovisuel public, et peut-être même là, en ces quelques minutes qui ont commencé, contre l'Arcom. L'angle choisi par les députés d'extrême droite est assez simple. L'audiovisuel public ne serait pas neutre. Le 5 novembre 2022, Cyril Hanouna appelait dans son émission Touche pas à mon poste la maire de Paris, elle a encore, je le cite, fermé sa gueule et a, je le cite encore, chassé les rats la nuit au lieu de dire des conneries. L'Arcom, elle a réagi avec la plus lourde sanction possible à quelques jours d'intervalle, avec une amende de 300 000 €. Ouin, on fait des méchancetés à Hanouna, c'est bien la preuve que tout ça c'est politique. Alors voilà, aujourd'hui, on va parler de neutralité médiatique, de ce que l'extrême droite veut y mettre et de la différence entre neutralité et impartialité. Alors on y va, on déballe tout et pas besoin d'un expert en joaillerie pour estimer la valeur de ce qu'on est en train de perdre. Ce sont les bijoux de la couronne démocratique. Rendez les bijoux de la couronne. Vous avez intérêt à les rendre. Tu es sûr que ça fait pas trop rhinocéros comme sujet ? Ouais, bon, non, ça va, je pense. Ok, bon épisode de Rhinolution alors. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. L'extrême droite ne s'en cache pas. Elle a un problème avec l'audiovisuel public qu'elle juge trop à gauche et pas neutre. Selon elle, les chaînes nationales feraient obstacle à son accession au pouvoir. On va donc examiner ces accusations, les contre-discours possibles et la stratégie politique qui les sous-tend. Et oui, sans surprise, l'extrême droite essaie de se présenter en victime d'un système médiatique pourtant déjà bienveillant à son égard. Cette tactique a été évidente lors de l'audition, le 25 novembre 2025, des responsables de l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel, par la commission d'enquête demandée par le groupe d'Éric Ciotti sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. Alors déjà, pourquoi auditionner l'Arcom quand il s'agit en réalité d'enquêter sur l'audiovisuel public ? La question peut sembler banale, mais en réalité elle est révélatrice. C'est l'Arcom qui, sous le contrôle du juge administratif, est chargé de réguler l'audiovisuel français. C'est lui qui précise et applique les dispositions de la loi sur la liberté de communication de 1986, dite aussi loi Léotard, et qui sanctionne les diffuseurs pour leur manquement à leurs obligations. Les sanctions peuvent aller jusqu'à, pour la partie pécuniaire, jusqu'à un montant atteignant 3% du chiffre d'affaires de l'éditeur concerné, susceptible d'être porté à 5% du chiffre d'affaires en cas de réitération des manquements occasionnant la sanction, mais la sanction peut aussi prendre la forme d'autres modalités, comme la publication d'un communiqué, par exemple, ou la diffusion d'un communiqué à l'antenne. Sa place est donc cruciale. C'est à lui qu'on a confié le soin de contrôler un peu le paysage audiovisuel pour qu'il ne parte pas n'importe comment. Et la mission est d'autant plus délicate que la loi n'est pas très explicite sur ce qu'elle veut que l'Arcom fasse. Et c'est vrai que pendant 40 ans, à la suite de l'éclatement de l'ORTF, l'attention s'est concentrée sur l'indépendance de ce service public, vis-à-vis des gouvernements notamment, et qu'elle se porte beaucoup plus désormais sur la question de l'impartialité, qui, elle, n'est définie par aucun texte. Avant la loi de 86, c'était le régime de la censure. C'était le ministre chargé de l'information qui contrôlait le fonctionnement de l'audiovisuel, ce qui avait mené en particulier en mai 68 à une instrumentalisation de l'information télévisée par le pouvoir
essentiellement par un contrôle éditorial. La loi de 86 a voulu changer de paradigme. La loi du 30 septembre 1986 donne pour mission première à l'Arcom de garantir la liberté de communication. Aujourd'hui, le principe, c'est la liberté éditoriale. Les autorités politiques et administratives ne contrôlent pas le contenu. Ça, c'est le rôle du juge pénal pour des infractions très spécifiques, comme l'incitation à la violence ou à la haine, ou encore la diffamation par voie de presse. On renvoie aussi généralement au juge judiciaire parce que lui a la compétence pour apprécier, construire le raisonnement qui conduit à la diffamation. L'Arcom est chargé de réguler le débat public audiovisuel pour qu'il soit de pas trop mauvaise qualité. La liberté est première et ensuite, nous devons la concilier avec d'autres objectifs que vous avez fixés, la protection des publics, en particulier des mineurs, des personnes en situation de handicap, de la dignité humaine, de la vie privée, du droit d'auteur et de la qualité du débat d'idées à travers l'indépendance, l'honnêteté et le pluralisme de l'information. S'intéresser à l'Arcom, c'est donc s'attaquer au contrôle du débat public et de l'information diffusée aux citoyens. Bref, c'est un enjeu politique majeur. Et la ligne d'attaque de l'UDR contre l'Arcom était assez simple. L'Arcom est politique et donc pas neutre. Et ça serait un problème parce que le champ médiatique public devrait être neutre. D'après l'UDR, on verrait les conséquences de ce biais jusque dans les décisions de l'Arcom. Vous avez rappelé d'ailleurs dans votre propos liminaire qu'il y avait eu 2 fois plus d'interventions formelles sur les chaînes privées que sur les chaînes publiques. En 12 ans, l'Arcom a prononcé une dizaine de sanctions pécuniaires, notamment contre C8 et CNews, pour un montant total de 8 millions d'euros. La dernière sanction pécuniaire, un média du service public, remonte, elle, à 15 ans, pour une amende de 100 000 euros. Est-ce que vous pensez que depuis 15 ans, l'audiovisuel public est suffisamment irréprochable pour qu'il n'y ait jamais eu la moindre sanction pécuniaire? Le RN est lui aussi venu en renfort, avec ses exemples bien choisis. En pleine campagne des élections législatives, Madame Charline Van Nuneker a fait une émission entière sur France Inter contre ce qu'elle avait appelé l'extrême droite qui, selon elle, s'apprêtait à démanteler le pays. Émission au public. Bon, déjà, je sais pas s'il s'est rendu compte, mais l'équipe de Par Jupiter a été éviscérée par France Inter. C'était la seule caution de gauche de l'antenne. Mais ça ne l'arrête pas. Exemple numéro 2, Sonia Kronlund, productrice de programme sur Radio France, a affirmé, je cite, que son cahier des charges dans mon émission quotidienne est de lutter contre l'extrême droite, fin de citation. Sans oublier, exemple numéro 3, le dérapage sur le plateau de C'est dans l'air, où plusieurs intervenants ont comparé Jordan Bardella à Adolf Hitler sans aucune intervention de la présentatrice. Et le rapporteur a d'ailleurs bien montré qu'il soutenait les médias de Bolloré. Surprise, surprise. Le 2 novembre 2022, un chroniqueur de France Inter expliquait, je le cite, il incitait, je le cite, ce sont ses mots, à baiser les femmes des chasseurs. Il proposait également de se charger lui-même de la femme du président de la Fédération nationale des chasseurs, monsieur Schren. L'Arcom a réagi, vous n'étiez pas président à l'époque, mais de la manière la plus faible possible, c'était le premier échelon de sanction avec une simple lettre de rappel à la loi, en demandant notamment sur un sujet grave de ne pas banaliser les violences faites aux femmes. Indignation à géométrie variable, grand classique. 3 semaines plus tôt, le 5 novembre 2022, Cyril Hanouna appelait dans son émission Touche pas à mon poste, la maire de Paris, elle a encore, je le cite, fermé sa gueule et a, je le cite encore, chassé les rats la nuit au lieu de dire des conneries. L'Arcom, elle a réagi avec la plus lourde sanction possible à quelques jours d'intervalle, avec une amende de 300 000 euros. Comment justifiez-vous une telle différence de sanctions entre les deux faits commis à quelques jours d'intervalle? Oh bah nous on a bien des idées, peut-être parce que ce serait pas sa première infraction, ou qu'en plus il s'adressait à une personne dépositaire de l'autorité publique. Ça fait déjà 2 bonnes raisons. Et puis bon, faut pas charrier. Les médias d'extrême droite se font prendre tout le temps la main dans le sac par la police, et ils font moins la police elle est méchante. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont pas censés être le parti de l'ordre? Bah pas quand c'est pour eux apparemment, surprise surprise. Donc, si les chaînes privées se font ramasser par l'Arcom, c'est peut-être, alors juste peut-être, qu'elles font plus de dingueries, non? Peut-être aussi parce qu'elles auraient le feu vert ou le soutien de leurs propriétaires pour mener à bien un projet politique par réfraction en droitisant l'espace public. Je pose ça là, je donne des hypothèses, j'en sais rien. Bon, derrière ces petites questions procédurales sur la compétence de la commission truc ou les conditions de nomination de machin, se trouve une question beaucoup plus importante. À quoi doit ressembler le paysage audiovisuel et quelle place doit y prendre le service public? La réponse de l'extrême droite est très simple. Il doit disparaître, directement ou indirectement. L'argument du député UDR est simple. Comme tout service public, l'audiovisuel public devrait être soumis au principe de neutralité. Autrement dit, il ne devrait promouvoir aucune idéologie politique ou religieuse, de la même façon que l'agent des impôts n'a pas le droit, dans le cadre de ses fonctions, de proposer une carte d'adhésion au NPA. Oh.
Il va falloir oser poser les problèmes de répartition des richesses, de comment on répond aux souffrances sociales. Toutes ces choses-là qui sont considérées aujourd'hui comme radicales, qui ne le sont pas tant que ça. Mais la question essentielle est de savoir si l'audiovisuel public est un service public comme les autres. Peut-on informer de manière neutre ? Évidemment non. La société n'étant pas neutre, son récit ne peut l'être non plus. D'où la distinction opérée par l'Arcom entre neutralité et pluralisme, ce dernier imposant une représentation équitable des sensibilités politiques. L'Arcom examine à ce titre chaque trimestre les temps de parole des personnalités politiques sur les différentes antennes et demande des corrections aux différentes chaînes et stations lorsque la représentativité de chaque parti n'est pas respectée. Et c'est ce qui embête le plus l'extrême droite, qui aimerait avoir des chaînes 100% pro. On n'a pas à se faire insulter par ces gens-là, matin, midi et soir. Enfin, je veux dire, la mécanique bien rodée du mégaphone de l'extrême droite. Mais pour qui ils nous prennent ? Moi, je suis un mégaphone de l'extrême droite, je suis journaliste comme elle, et au moins, je raconte pas des balivernes comme elle écrit dans son papier où c'est bourré d'inexactitudes. Depuis 2024, les règles autour du calcul du pluralisme ont évolué pour prendre en compte l'orientation globale de la chaîne. L'Arcom a adopté les modalités de ce nouveau contrôle, lequel vise à vérifier l'absence de déséquilibre durable et manifeste dans l'expression des courants de pensée et d'opinion. Apprécié selon 3 critères, la diversité des invités, la variété des thèmes et la pluralité des points de vue. Ça, ce sont les règles pour tout le monde. Et on sait combien cela pèse à l'extrême droite. Mais l'audiovisuel public a, lui, certaines obligations supplémentaires, étant donné que c'est un service public. Ces obligations sont une adaptation du principe de neutralité à l'exercice médiatique qui n'est jamais neutre. Troisième et dernière mission, sur laquelle je reviendrai dans un instant, la garantie de l'indépendance et de l'impartialité du service public de l'audiovisuel, mentionnée à l'article 3.1 de la loi de 86. L'Arcom exerce ainsi, dans le cadre de ses missions, un contrôle régulier sur le service public de l'audiovisuel, ce qui fait d'elle un observateur qualifié de son rôle. Pas de neutralité donc, les règles sont simples, indépendance et impartialité. Une notion d'impartialité qu'il apparaît donc nécessaire d'approfondir pour mesurer quelle exigence supplémentaire elle apporte, elle implique, par rapport aux notions telles que le pluralisme ou l'honnêteté de l'information, qui s'appliquent à toutes les chaînes, ou par rapport à la neutralité qui est un principe applicable de manière générale à tous les services publics, mais qui, dans le domaine spécifique des médias, doit se concilier avec la liberté éditoriale, le droit à la critique, voire à la parodie, et plus généralement le droit, je dirais même le devoir à la confrontation d'idées. Et c'est justement cette question de la confrontation qui est centrale pour un bon débat démocratique. Il faut l'organiser, c'est-à-dire structurer les questions pour informer le public. Ce qui, parfois, suppose de replacer certaines idées à leur place. Comment on concilie la neutralité et la confrontation d'idées qui, par définition, ne sont pas toutes au même niveau. En substituant à l'impartialité un devoir de neutralité, l'extrême droite construit un outil de disqualification dans le débat public. Car informer, c'est toujours choisir un angle, ordonner le réel, donner sens à ce qui se passe. L'audiovisuel public n'a pas à être neutre, il doit plutôt assumer la complexité du réel, sans se laisser neutraliser par les injonctions de ceux qui confondent impartialité avec soumission. Le problème aujourd'hui, c'est que l'audiovisuel public semble de plus en plus enclin à céder à ces injonctions. Les journalistes, réalisateurs, producteurs de Radio France ont ainsi récemment adressé une lettre à leurs 2 chefs pour dénoncer cette dérive. Dans le même ordre d'idées, France Info a tenu un plateau composé à 100% d'anciens intervenants journalistes, éditorialistes, chroniqueurs de CNews. L'audiovisuel public, loin d'être hostile aux idées de l'extrême droite, lui fait une place de plus en plus dérangeante. Qui déchire la classe politique depuis 30 ans. L'immigration. L'immigration. Le gouvernement a commencé à défendre une nouvelle loi au Sénat. Parler d'immigration, c'est parler de notre souveraineté. C'est parler de notre modèle républicain. C'est aussi parler de sécurité. Et ça commence à se voir. L'extrême droite a eu le scalp de Jamil Le Schlag, ils ont eu celui de Par Jupiter et ils ont eu celui de Thomas Legrand. Progressivement, la servilité du service public rend service à l'extrême droite en supprimant du paysage mainstream les quelques voix dissonantes. Non contente de ce déluge médiatique, l'extrême droite veut, en plus, avec son concept de neutralité, imposer aux médias publics un angle qui les arrange. Ce que veut l'extrême droite, c'est la neutralisation pure et simple du service public en attendant sa privatisation. Et tout ça pour favoriser encore leur hégémonie médiatique en disqualifiant toute parole qui les dérange. Parler des causes humaines du réchauffement climatique, c'est de l'idéologie dangereuse. Parler des risques des insecticides, mais pareil. Alors, je voudrais vous parler des questions agricoles et environnementales, où plusieurs séquences sur les antennes publiques ont suscité des interrogations légitimes. Je pense bien sûr au reportage consacré aux produits phytosanitaires, parfois présentés selon un cadrage très alarmiste,
sans toujours restituer les conclusions nuancées de l'ANSES, de l'EFSA, des INRAE ou même des académies scientifiques. Et peu importe si ces mêmes scientifiques contestent la fiabilité de ces études, comme on en avait parlé l'an dernier. Parler de racisme systémique et faire travailler des gens de gauche, encore une fois, ça serait faire de l'idéologie gauchiste extrémisée. Monsieur le Président, dans une décision récente du 25 juillet 2025, vous avez nommé à l'ARCOM Monsieur Foued Beraou. Est-ce que vous saviez qu'un an auparavant, le 18 septembre 2024, il appelait publiquement à une mobilisation antifasciste et indigéniste contre l'Empire Bolloré dans l'archipel des Glénans? Et hop, encore un soutien à Bolloré. Indépendamment de ça, le message est clair. La neutralité revendiquée par l'extrême droite est une façon de contrôler éditorialement les médias. L'extrême droite devrait y être reçue avec les honneurs, ses propositions délirantes traitées avec sérieux et sa xénophobie acceptée et légitimée par le système médiatique. Ne pas gérer les frontières en matière de lutte contre la drogue, c'est vider l'océan avec une cuillère à café. La drogue arrive de quelque part, elle est importée au-delà de nos frontières et l'absence de gestion de nos frontières est évidemment problématique. Bref, dire de l'extrême droite qu'elle est d'extrême droite, c'est être biaisé et militant. Sous couvert de respect républicain, on en vient à exiger non plus une distance à l'égard du pouvoir et des partis, mais une symétrie vide, mettre sur le même plan un fait établi et son déni, un discours démocratique et un discours de subversion fasciste. Les écolos, la décroissance veulent nous crever, nous devons leur faire la peau. La neutralisation proto-fasciste, c'est le triomphe de la façade. Au lieu de garantir l'impartialité du débat, la neutralisation devient l'outil d'un ordre conservateur pour faire taire les paroles divergentes. Revenons à cette séquence qui avait hérissé le RN. Vous savez, celle dans laquelle Bardella avait été comparé à Hitler. Le patronat prend un risque aujourd'hui parce qu'une partie d'entre eux, les contacts se multiplient, notamment avec Jordan Bardella, et ils se disent « on va prendre le contrôle de son cerveau ». Il est jeune. C'est vrai. Voilà. Il est jeune, il n'y connaît rien, on va lui dire ce qu'il faut penser, donc oui, on va lui donner un programme libéral. Et ils ont comparé ce mouvement au rapprochement des élites économiques allemandes avec les nazis. C'est ce que Alain Minquet, je le cite, parce qu'il m'a autorisé à le citer, appelle l'effet von Papen, c'est-à-dire ce risque de dire on va, au nom d'une potentielle stabilité, prendre ce risque-là parce qu'on va le contrôler. Von Papen, c'était un monarchiste très conservateur, proche des milieux économiques allemands. That's a bingo. C'est lui qui a théorisé et réalisé le rapprochement des milieux économiques et du nazisme. Il a pensé pouvoir profiter de la montée en popularité d'Hitler pour asseoir une domination conservatrice sur le pays, tout en contrôlant le parti nazi. Rapidement marginalisé, il n'aura été que le marchepied du fascisme. Et l'histoire montre régulièrement qu'on ne contrôle pas un autocrate. C'est le principe. Il y a l'effet von Papen, je citerai Thiers, à propos du prince Louis-Napoléon, disant c'est un crétin, on le mettra par le bout du nez, et il est devenu Napoléon III, il est resté 18 ans au pouvoir. Le RN a déployé tous les moyens disponibles pour faire censurer cette séquence, saisissant l'ARCOM et médiatisant largement son indignation. Est-ce qu'on peut arrêter de faire ce qu'on appelle la réduction ad Hitlerum, Charlotte Dornelas? Bah, c'est ça surtout qui est... Je sais pas, vous demandez s'il fallait rire ou pleurer, moi je suis fatiguée en fait. Ça m'épuise. Mais nous aussi on est épuisés. Bref, le fascisme, comme d'habitude, veut contrôler l'histoire, raconter celle qui l'arrange et faire oublier l'autre, la vraie. Après avoir manufacturé un procès en neutralité, l'extrême droite pourra neutraliser tout simplement le service public de sa fonction critique et citoyenne. Aux heures de grande écoute, il ne restera que des médias neutres ou favorables à l'extrême droite, férocement protégés par leurs fidèles acolytes. Une fois au pouvoir, il ne restera plus qu'à privatiser ce service public pour détruire cet espace indépendant de l'hydre capitaliste. Tout sera possédé par l'argent qui pourra crier à tue-tête, sur toutes les chaînes, à toutes les heures, le récit contrefactuel de sa propre gloire. Contre cette hégémonie qui progresse, Blast reste fermement engagé à produire une information et une réflexion indépendantes des puissances de l'argent. Contrairement à l'extrême droite, nous n'aspirons pas à déguiser notre discours sous les habits de la neutralité. Notre approche est critique et réfléchie. Elle cherche à dire et à penser ce que le système médiatico-capitaliste ne peut ou ne veut pas dire. Pour cela, nous avons besoin de votre soutien. C'est la garantie de notre indépendance. Alors si vous aimez notre travail, faites un tour sur la page de soutien sur blast-info.fr. Et si vous le pouvez, offrez un abonnement à Blast à un proche intéressé pour Noël, ou faites un don. Ils sont défiscalisés à 66%. Puisqu'on parlait d'extrême droite, on va rester sur la même lancée. Parti soutenir un candidat RN en campagne pour les municipales en Normandie, Sébastien Chenu a fait un lapsus révélateur. Il y a du monde partout, il y a du monde dans les réunions publiques, il y a du monde dans les soirées Beaujolais, il y a du monde dans les soirées
j'allais dire, dans les soirées chemsex. Eh ben, on en apprend tous les jours. Tu viens plus aux soirées, là? Ça n'a rien à voir avec nos réunions militants. Il y a du monde partout. Cette séquence a largement été reprise par les réseaux sociaux. Un représentant du RN qui s'épanche sur des proclivités que son parti honnit, ça peut prêter à rire. Alors, puisque Chenu l'a mis sur le tapis et que le 1er décembre, c'était la journée mondiale contre le sida, parlons de politique de santé sexuelle. Cette séquence montre d'abord que l'homonationalisme est une réalité. On se souvient des horreurs assénées par le même Chenu sur l'islamophobie. Il n'y a pas d'islamophobie dans notre pays. C'est-à-dire que lorsque j'entends que certains disent « Ah mais oui, mais il y a une islamophobie, sous-entendu une politique d'État qui ferait que les musulmans soient moins bien traités », moi je regarde les chiffres froidement. Le réflexe est assez connu. Embrasser les idées les plus conservatrices et réactionnaires pour essayer de se mettre au-dessus de tout soupçon. C'est une forme un peu perverse d'homophobie. Participer à un parti très homophobe pour se prémunir des violences de sa base. À la fin, ça ne fait que légitimer un parti très homophobe, raciste et misogyne. Mais ensuite, cette séquence montre avec une clarté terrifiante le double jeu du RN. Hédoniste pour eux-mêmes et répressif pour les autres. Cette posture hypocrite s'est aussi retrouvée quand les groupes parlementaires de la droite ont refusé de se faire dépister pour l'usage de drogue. Vous vous souvenez avec Élise Lucet à l'Assemblée ? On est venu ici, dans la salle des 4 colonnes, à l'Assemblée nationale, et qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à des députés s'ils étaient OK pour se faire dépister. Ils ont dit oui, pour la plupart. Regardez Envoyé spécial. Eh ben, ceux que ça a le plus gêné, c'était, sans surprise... Mais davantage de députés ont dénoncé la mise en scène organisée par la journaliste. Commencez par toute votre rédaction, Élise Lucet, et foutez-nous la paix. L'Assemblée nationale n'est pas un décor de télé-réalité. Qu'Élise Lucet aille se faire voir. Pour qui se prend-elle? Juge, médecin, flic, curé? Tu viens plus aux soirées, là? Plus sérieusement, la question du chemsex, en particulier dans la communauté gay, est très complexe, d'autant qu'elle est particulièrement maltraitée par les médias dominants. D'un côté, ces substances sont dangereuses pour la santé des consommateurs et entraînent des risques pour la santé sexuelle des participants, car celle-ci est moins bien maîtrisée. Mais présenter la question ainsi mène systématiquement au réflexe répressif bien connu. On connaît pas, c'est dangereux, ça fait peur. Interdisons, stigmatisons et punissons. Cette approche a toujours été un échec cuisant. Les consommateurs ont peur de parler de leur addiction, ils ont peur de faire tester leurs produits, et résultat, ils restent addicts et malades. La situation s'est aggravée et les dealers s'en sont mis plein les poches. Perfect. Another good job well done. Il ne faudrait pas que la question du chemsex répète les erreurs du passé. Elle appelle à une réforme profonde de notre mode d'encadrement des stupéfiants, plutôt que de ne pas s'en occuper et d'en stigmatiser les utilisateurs. À côté de ça, le RN préfère condamner en public pour pratiquer en privé tout en accusant les étrangers. That's a bingo. Ne pas gérer les frontières en matière de lutte contre la drogue, c'est vider l'océan avec une cuillère à café. La drogue arrive de quelque part, elle est importée au-delà de nos frontières, et l'absence de gestion de nos frontières est évidemment problématique. Bref, en feignant le sérieux sécuritaire, il s'attaque aux utilisateurs précarisés pour continuer à pratiquer en toute tranquillité. Probablement pour jouir intérieurement d'être d'affreux détraqués, prêts à violer les interdits qu'ils s'imposent à eux-mêmes. Et oui, c'est plus rigolo si c'est interdit. Prenante, rubrique suivante. On aurait voulu l'inventer qu'on n'y aurait pas pensé. Jean-Michel Blanquer, le professeur des universités en droit public, constitutionnaliste reconnu, ancien ministre de l'Éducation nationale d'Emmanuel Macron, a fait un coming out étonnant. Alors moi j'ai besoin d'explications et je pense aussi celles et ceux qui nous écoutent et qui sont sans doute très surpris parce qu'à la base on se dit pas Jean-Michel Blanquer, compositeur, auteur, chanteur. Eh oui, Jean-Michel Blanquer, Jean-Mi Blanquer s'est mis à la musique. Alors, faut quand même faire une précision importante. Est-ce que c'est votre voix que l'on entend? Et si oui, est-ce que c'est aussi vous qui jouez l'un des instruments, par exemple? Alors oui et non, c'est un peu bizarre, parce que si vous voulez, mais par ailleurs, on a parlé des technologies depuis tout à l'heure, et on a dit qu'il y avait du positif et du négatif, et par exemple l'émergence de l'intelligence artificielle est en train de créer à la fois des peurs, des inquiétudes, des périls, y compris sur le plan écologique, par exemple. Et chez les artistes. Et chez les artistes aussi, bien sûr. Et puis en même temps, des opportunités. Mais ça patauge sévère. Il y a baleine sous gravier, là, c'est sûr. C'est important qu'on se dise deux mots d'écologie là-dessus aussi, puisque, par exemple, elle est très énergivore et c'est un problème. Et puis en même temps, elle peut nous aider pour les solutions, par exemple pour le renouveau de la biodiversité localement et toutes les décisions complexes et exécutions complexes qu'il y a à faire en la matière. Eh ben, c'est de la noyade de poissons modèle géant, là. Mais ce qui est important surtout, ça aurait été d'avoir fait quelque chose quand on était au ministère. Mais bon, revenons à la musique.
les paroles que vous entendez sont des paroles d'Arthur Rimbaud, n'est-ce pas? Cette fois-ci, c'est bien Arthur. Ouais, et c'est Arthur Rimbaud. Donc vous avez composé à partir de ces paroles. Ça, là, parfois j'en fais avec mes propres paroles que je fais, mais là, en l'occurrence, j'ai pris du Rimbaud. Et pour aller chez vous, j'ai pensé que c'était quand même mieux de mettre du Rimbaud. C'est l'occasion de dire à quel point c'est le poème c'est le poète splendide par excellence. Ah non, mais on ne va pas y arriver, là. Avec un petit logiciel, j'aboutis au résultat qui est là, et c'est un peu ma voix que vous entendez, en effet, mais elle aussi retravaillée par l'intelligence artificielle. Oui. Ce n'est pas lui qui a écrit les paroles, c'est du Rimbaud. C'est pas lui qui chante, c'est fait avec l'IA, mais alors il fait quoi, lui? C'est lui qui répond aux questions de journalistes? Alors rassurez-vous, tout ça c'est bien masqué. On rassure l'auditeur, ce n'est pas Jean-Michel je sais pas qui, c'est un mélomane. C'est pas comme si c'était Tonton qui s'était mis à la musique sur son clavier MIDI parce qu'il s'ennuie à la retraite. D'abord, j'ai toujours écrit des poèmes ou des chansons, j'ai toujours fait ça, même si j'en ai jamais rien publié. Mais par exemple, j'en ai fait une avec Didier Barbelivien il y a quelques années, et qu'on n'a jamais sorti, mais qui existe. Et donc j'aime ça, de toute façon. Ah donc ça va, s'il aime ça. Plus sérieusement. Dans l'entretien sont à peine évoqués les pillages de l'intelligence artificielle générative sur le travail des vrais artistes. Alors allez en plus en faire la pub à la radio, franchement... Quoi? Allez! Bon, on l'écoute. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montrera dans l'âme. Et j'irai loin, bien loin comme un bohémien. Par la nature, heureux comme avec une femme. Cette ambiance, ce côté bluegrass tranquille. Mais alors, pourquoi ne pas en écouter du vrai plutôt? Et à propos de musique et de richesse sociale, on vous recommande chaudement Trémé, la très belle série de David Simon sur la Nouvelle-Orléans après l'ouragan Katrina, avec son milieu mythique du bluegrass et du jazz. Les sujets qu'on aborde dans Dissolution sont assez lourds. Ils sont aussi complexes à comprendre, difficiles à expliquer et délicats à penser. Ça peut sembler d'une banalité sans nom ou d'une bourgeoisie crasse, mais l'art trouve une très belle place au milieu de ces difficultés. Il permet de se retrouver, d'envisager des questions complexes différemment, au fond, de bouger en soi-même, d'être un nomade immobile, comme disait Deleuze. L'art peut présenter des questions aussi dures qu'exigeantes, comme le racisme dans les États-Unis post-Katrina, plus simplement que les dissertations universitaires. Aujourd'hui, la culture est globalement conservatrice. Conserver des œuvres d'art, conserver des savoir-faire, conserver des points de vue, conserver des discours. Et la production artistique, la production audiovisuelle, en fait aussi les frais. Il n'y a qu'elles qui permettent au grand public d'accéder à des récits, des questionnements, des chemins et des voyages que le capitalisme ne veut pas montrer. L'ambition d'un service public de l'audiovisuel doit être puissante et grande. Il faut permettre de construire de nouveaux modèles de société dans la fiction et interroger ce qui existe dans la réalité. Bref, critiquer et libérer. Mais comment faire évoluer la société si les citoyens ne voient que les mêmes modèles, montrant les mêmes choses et les enfermant dans la même vision du monde? L'investissement dans la création artistique est en chute libre depuis des décennies, entraînant avec lui les autres mondes possibles qui n'ont jamais été imaginés, construits et montrés. Les séries de David Simon, The Wire et Trémé sont de très bons exemples, devenus trop rares aujourd'hui. These people do not touch the drugs. They don't go near the drugs. The Wire is what gives us Barksdale. Day by day, piece by piece. Et garantie sans intelligence artificielle. L'attaque que subit l'audiovisuel public est une attaque frontale, stratégique et vitale. Il s'agit d'étouffer un espace important de création encore un peu indépendant de la puissance capitaliste. Après, il ne restera plus que nous, les producteurs indépendants, et vous, les citoyens engagés. Enfin, si on est encore là. Voilà pour cette fois. On se retrouve très bientôt pour commenter l'actualité politique et parlementaire. N'oubliez pas de liker, commenter, partager pour diffuser une information libre, indépendante et accessible à tous. Et en attendant la prochaine fois, on vous laisse avec cette citation inspirante. Pour la vie d'un État, deux choses sont absolument nécessaires. Les armes et la religion. L'État n'est qu'une hégémonie cuirassée de coercition. Antonio Gramsci, cahier de prison numéro 6, paragraphe 88.
On n'a pas à se faire insulter par ces gens-là matin, midi et soir. Enfin, je veux dire, la mécanique bien rodée du mégaphone de l'extrême droite. Mais pour qui ils nous prennent ?